élevé notre ami, malheureux ami François Biolobner qui est au lit alité, et on m'a demandé d'intervenir sur l'immigration. Alors en ce moment, pour rebondir sur ce qu'il disait M. Chargave, je suis plutôt dans les gilets jaunes, comme avocat, comme il y a quelques années j'étais dans la manif pour tous pour défendre les manifestants qui découvraient les joies des gaz lacrymogènes et les turpitudes de la marée chaussée et la police française lorsque celle-ci oublie quand même qu'elle est au service de la loi. Et que, petite parenthèse, c'est l'homme de loi aussi qui parle, c'est qu'on a tendance effectivement à confondre la légalité et la légitimité. Mais j'allais dire que dans cette histoire de gilets jaunes, on ne respecte même pas la légalité. Quand on utilise des armes sans respecter les règles de procédure, lorsqu'on arrête arbitrairement des gens avant même qu'ils se rendent sur le lieu d'une manifestation, on est en pleine illégalité. Et les forces de l'ordre ne sont pas elles que j'incrimine, qui obéissent à ces ordres illégaux, ces ordres totalement illégaux, oublient un principe qui est celui des baïonnettes intelligentes. Baïonnettes intelligentes, ça veut dire qu'on a le droit et le devoir, même selon sa conscience, de désobéir à des ordres illégaux. Mais je ne veux pas faire de digression, puisque le sujet est l'immigration, mais j'allais dire que tous les sujets sont liés. Tous les sujets sont liés, qu'il s'agisse de la bioéthique, qu'il s'agisse de la défense de la famille, de l'immigration, de la souveraineté. Parce qu'en réalité, on assiste aujourd'hui à une remise en cause inédite et, j'allais dire, absolument révolutionnaire et nihiliste de tous les fondements de ce qu'est une civilisation. On cherche à mettre en place, je ne sais pas s'il y a un complot, mais en tout cas il y a un mouvement général. J'allais dire, je citerai Chesterton, on a cité tout à l'heure Churchill ou Shakespeare, mais Chesterton disait « Chasser le surnaturel, il ne reste plus que ce qui n'est pas naturel ». Autrement dit, lorsqu'on a oublié la transcendance, lorsqu'on a oublié ce qui constitue le fondement même d'une civilisation, eh bien on finit par marcher sur la tête. Et la dernière découverte en date, c'est Parent 1 et Parent 2, dont on nous avait dit il y a quelques années que c'était un fantasme pour faire peur et pour justement faire obstacle à la loi Taubira. Nous voyons bien que toutes ces avancées, finalement, qu'on avait prédites il y a quelques années, elles s'avèrent aujourd'hui être la priorité du gouvernement. Alors, pour en revenir à l'immigration, rendre la parole au peuple, c'est la souveraineté. La souveraineté, j'allais dire que c'est le contenant, c'est défendre le pays par rapport à l'extérieur. Il y a aussi la souveraineté populaire, c'est rendre la souveraineté au peuple, c'est-à-dire à chacun d'entre nous. Et l'identité, c'est le contenu. Parce que vous avez des personnes qui défendent la souveraineté, mais qui ne défendent pas l'identité. L'identité, c'est le visage d'une personne, c'est son histoire. La souveraineté, c'est sa liberté. L'identité, c'est ce qui fait profondément ce qu'elle est. Et vous avez des identités personnelles, chacun en a une, et vous avez des identités collectives, ce sont les peuples et les civilisations. Alors, l'immigration n'est pas un phénomène nouveau, et on nous assène souvent des vérités ou des contre-vérités selon lesquelles eh bien, la France serait une terre d'immigration. Alors c'est vrai, sur un plan historique, si on considère qu'effectivement la France, c'est en quelque sorte une mini-Europe, une Europe en miniature, puisqu'elle est la synthèse de l'héritage grec, romain, germanique, sur lequel s'est greffé le christianisme. Donc la France a été faite par des apports de différents peuples, mais il s'agissait de peuples européens, et le christianisme a su fédérer en quelque sorte, notamment au 4e, 5e siècle, cette diversité, parce qu'il y avait, j'allais dire, une transcendance et une vision du monde qui articulait toute cette diversité. Or, les vagues d'immigration auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui sont totalement inédites, puisqu'il s'agit de populations, et encore une fois, je n'incrimine pas les personnes en tant que telles. Hein, lorsqu'on combat le chômage, on ne combat pas forcément le chômeur. Lorsqu'on combat l'immigration, on ne combat pas les immigrés, qui sont aussi des victimes de ces mouvements de population. On combat le système qui fait qu'ils viennent chez nous. Alors parfois, certains fuient la guerre, mais d'autres aussi, il faut bien le dire, dans le cadre de systèmes qui sont organisés et encouragés. Et lorsqu'on parle, par exemple, de grand remplacement, je ne dis pas qu'il s'agit... Personne, et M. Camus lui-même n'a jamais dit qu'il s'agissait d'une théorie, il disait que c'était une réalité. C'est une réalité objective, il y a un mouvement. Mais force est de constater néanmoins qu'il y a des personnes qui encouragent ce mouvement. Pourquoi? Parce qu'effectivement, de la même façon qu'on veut détruire la famille, qu'on veut détruire tous les éléments anthropologiques qui structurent une société, eh bien, on veut en quelque sorte une espèce de... Le nouvel homme, eh bien, c'est un homme indifférencié. C'est-à-dire, c'est ça finalement l'égalitarisme moderne, c'est ni homme ni femme, ni blanc ni noir, ni français ni étranger, hein, une espèce de nomade atomisé, sans héritage, sans culture, sans passé,
qui soit par définition, eh bien justement quelqu'un qui n'a tellement plus de repères qu'il finit par être totalement malléable. Et c'est Simone Weil, la philosophe, qui disait, mais quelqu'un qui est déraciné, eh bien il va déraciner à son tour, il va détruire, parce qu'il n'a plus de repères, alors qu'une personne qui a des racines, eh bien elle va pouvoir construire. Alors, l'immigration qui pose problème, et depuis 40 ans, c'est quand même, il faut aussi le dire, elle résulte d'une politique, pas simplement de la gauche, mais également de la droite libérale, la droite giscardienne, et notamment à travers ce qu'on appelle le regroupement familial, où on est passé d'une migration du travail, on avait fait venir des personnes pour travailler dans les usines, et avec la loi sur le regroupement familial, là on assiste, ce que j'appelle l'immigration de peuplement, va prendre la relève de l'immigration de travail. Alors, ces dates sont importantes. Pourquoi? Parce que 74, c'est la loi sur le regroupement familial, et 75, c'est la loi Veil sur l'avortement. Alors, c'est pas mon sujet de revenir sur l'avortement. C'est simplement un constat historique, mais j'allais dire que quasiment concomitamment, et je ne dis pas encore qu'il s'agit d'un complot, mais au moment même où finalement la France et l'Europe renoncent à assurer le renouvellement de la vie, des berceaux, eh bien, on délègue à des populations extérieures le soin de renouveler, enfin finalement de remplacer en quelque sorte, eh bien, notre propre peuple. Et on voit bien des personnes comme Juppé, qui vient d'être nommé au Conseil constitutionnel, malgré sa condamnation pas très éloignée pour détournement de fonds publics. Eh bien, monsieur Juppé, donc voilà, c'est la République exemplaire, monsieur Juppé qui, il y a quelques années, disait que pour payer les retraites, eh bien, il fallait faire venir de nouveaux immigrés. Ça, c'est vraiment la vision technocratique et totalitaire qui considère que finalement, la messe est dite pour les populations européennes et on délègue aux populations extra-européennes le soin, eh bien, finalement, d'assurer la natalité. Donc il y a bien un renoncement qui est, j'allais dire, philosophiquement et historiquement, qui correspond à cette période de 74-75 et qui me semble tout à fait important et révélateur. Alors, immigration et islamisation, parce que moi aussi, on est parlé d'immigration, parce qu'évidemment, nous, on a des phases d'immigration italienne, espagnole, portugaise, qui n'ont pas posé de problème, parce qu'il s'agissait de populations de culture et de religion chrétienne, donc pour lesquelles l'intégration s'est faite. Il y a eu quelques imbéciles qui ont peut-être moqué ces nouveaux arrivants, mais pour quelques décennies, le problème a été réglé. La difficulté, c'est qu'on est confronté à une immigration qui est de surcroît une immigration, dans sa grande majorité, musulmane. Et pour créer ce qu'on appelle un vivre ensemble, qui est le mot à la mode, une coexistence pacifique, eh bien, il faut quand même regarder ensemble ce que disait Saint-Exupéry, mais c'est pas simplement avoir des sentiments, encore faut-il avoir des sentiments, c'est pas toujours le cas, mais il faut regarder ensemble dans la même direction. Une cité, c'est quoi? C'est une amitié quand même, c'est ce qu'il dit Aristote. Une cité, ça suppose une fraternité. Une fraternité, soit on est frères par le sang reçu ou par le sang versé, mais ça suppose quand même une même vision de l'existence. C'est ce que disait le juriste Carl Schmitt, une homogénéité substantielle, c'est-à-dire une même façon d'appréhender l'existence. Bien sûr, ça n'exclut pas la diversité, mais la même vision du monde, le rapport du temporel et du spirituel, de l'homme et de la femme. Et il est évident que l'islam, je ne vais pas rentrer dans un débat théologique, c'est pas le débat aujourd'hui, mais constitue à l'évidence une religion extrêmement différente par rapport à notre civilisation. Alors quand même quelques chiffres pour être concrets par rapport à l'islam et l'immigration, parce que les deux sont liés. En 1960, il y avait 4 mosquées en France. En 1970, il y en avait 100, et aujourd'hui, il y en a près de 3000. Alors c'est important parce que vous voyez bien qu'il y a un lien entre l'immigration et l'islamisation, c'est-à-dire que plus la masse de la population est importante, eh bien plus l'islamisation continue, et moins l'assimilation se fait. Autrement dit, la masse critique, qui est largement dépassée, est un obstacle à l'assimilation. Je distingue bien l'intégration et l'assimilation. L'assimilation, c'est l'étranger qui arrive et qui adopte les mœurs et coutumes de la civilisation d'accueil. Et l'intégration, c'est on arrive, on respecte les règles et les lois, mais on garde quand même sa culture d'origine. Mais là, on voit bien que plus la masse de personnes issues de l'immigration augmente, eh bien moins l'intégration se fait, et plus les revendications communautaires augmentent.
Et c'est ce qu'on appelle la technique du voleur chinois. Vous savez, le voleur chinois, on met un stylo qui est là, au départ, on demande ça, et puis on le pousse là, et puis à la fin, on a volé le stylo. Ben, c'est pareil vis-à-vis des revendications communautaires. Et on voit bien d'ailleurs que nous-mêmes, on s'habitue à tout. Il y a 30 ans, quand on voyait Tchador, on était choqués. Il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans, on a vu les premiers niqabs, on était choqués. Maintenant, on finit par s'habituer. On finit, et tout ça s'installe dans le paysage. Et j'allais dire que il ne faut pas forcément incriminer ces personnes avant tout. Ceux qu'il faut incriminer, ce sont, on dit souvent, le poisson pourri par la tête, ce sont en particulier nos élites. Et Charles Gave a bien fait de rappeler tout à l'heure cet incroyable décalage entre les élites et le peuple. D'ailleurs, à propos du RIC, on interrogeait certains représentants de cette élite et disaient, mais si on rétablissait le référendum d'initiative citoyenne, eh bien, il y aurait la majorité des Français voteraient contre l'immigration, ils voteraient pour la peine de mort, et voilà. Donc, c'est un aveu de taille. Mais ça veut dire que soit vous pensez mal, soit vous n'êtes pas suffisamment intelligent, contrairement à l'élite qui nous gouverne, parce qu'il y a aussi ce mépris et cette condescendance qui sont absolument incroyables et qu'on a vu à l'œuvre avec ces manifestations des Gilets jaunes. Donc on voit bien qu'il y a une volonté de nous imposer cette société multiraciale, multiculturelle, et je rappellerai quand même que ce phénomène, c'est peut-être la priorité. Il y a des sujets bioéthiques qui, peut-être sur un plan moral, sont plus importants, mais j'allais dire que lorsque un pays traverse une crise économique, il peut s'en faire. La France a connu même des occupations territoriales particulièrement dramatiques. Il y a eu les 30 Glorieuses. Elle s'est remise dans l'occupation, la tragique occupation allemande, et elle a reconstruit la France. On peut se remettre de ces choses-là. Mais on ne se remet pas d'un changement de population, d'un changement de civilisation. Paul Valéry disait les civilisations sont mortelles. Vous avez vu la chute de Constantinople, qui était une civilisation rayonnante, et bien qui est tombée aux mains des Turcs, et aujourd'hui, ça ne s'appelle plus Constantinople. Et aujourd'hui, vous avez le chef d'État turc qui dit, qui proclame que les minarets seront nos baïonnettes, les coupoles nos casques et les fidèles nos guerriers. C'est ce chef d'État avec qui, d'ailleurs, pendant des années, nos représentants prétendaient faire entrer dans l'Union européenne et qui sont animés par une soif de revanche. Alors, moi, je ne suis pas ici pour attiser la haine, la discorde ou stigmatiser qui que ce soit, mais il faut quand même prendre conscience que ce phénomène, s'il s'avérait, s'il continuait, serait irréversible. Les chiffres, c'est 400 000 personnes qui rentrent, entre 400 et 450 000 personnes qui rentrent, 300 000 régulièrement, 100 000 demandeurs d'asile, 50 à 100 000 personnes qui rentrent de manière irrégulière sur le territoire. On voit bien qu'on a affaire à des chiffres qui sont totalement effarants et corroborés, parce qu'il y a les personnes qui rentrent, et puis les personnes aussi qui sont sur le territoire, qui font des enfants. Le taux de fécondité, lorsque personnes issues de l'immigration viennent en France, il baisse de 5,5 à 2,8, mais il est quand même supérieur à celui, je veux dire, des femmes françaises qui est de 1,8. On voit bien que nous sommes dans une situation qui est quand même tout de même complexe. Et ce qu'il faut bien dénoncer aussi, c'est ce renoncement de beaucoup d'hommes politiques au niveau local, cette complicité, y compris de maires de droite qui sont confrontés par clientélisme et finissent par céder aux injonctions et aux revendications communautaires et communautaristes des musulmans les plus radicaux, notamment par rapport aux revendications dans les cantines scolaires. Et je me rappelle de cette phrase d'un maire en Alsace, un maire pourtant républicain, qui disait « Mais je refuse le poisson vendredi aux chrétiens au nom de la laïcité, mais j'accepte la viande halal au nom de la diversité. » Donc, voilà, on est en présence de personnes qui sont absolument même incohérentes par rapport à leurs principes, c'est-à-dire qu'ils sont laïcs contre la religion chrétienne, mais ils portent atteinte au principe même de la laïcité lorsqu'ils assimilent l'islam. Donc on voit bien que cette inversion des principes, vous avez des personnes qui sont logiques. Il y a des vrais laïcs, je les respecte, je suis même l'avocat d'une association qui s'appelle Riposte laïque, mais qui... c'est intéressant, Riposte laïque, parce que ce sont des gens qui sont issus de la gauche, c'était des anciens enseignants de l'éducation nationale, et qui se sont rendus compte que le problème de la laïcité en France, c'était pas les curés, mais c'était les barbus. Et aujourd'hui, maintenant, alors qu'ils sont issus de la gauche, la plus Pierre Cassin, il était à la CGT, Christine Tazin, dont je suis également l'avocat, était militante à la LICRA, et aujourd'hui, ils sont classés
par les médias à l'extrême droite, alors qu'ils ont une culture qui n'est pas de droite. Mais ils ont eu au moins cette lucidité d'aller jusqu'au bout de leurs principes. Mais là, on a affaire à des gens qui portent atteinte aux principes même qu'ils sont censés défendre, qu'il s'agisse de la démocratie ou qu'il s'agisse de la laïcité. Alors, mes amis, je ne vais pas vous assommer avec des chiffres, je vais bientôt terminer, ce qui sera plus intéressant, ce sera peut-être les questions. J'aimerais dire, on a cité Jean-Paul tout à l'heure, n'ayez pas peur. Je pense que le problème, encore une fois, moi je n'ai pas peur de l'islam. L'islam est un danger, c'est une religion de guerre, c'est une religion conquérante. Le problème n'est pas l'islam, le problème ce sont nos compatriotes. Je ne parle même pas des élites, parce que pour moi, elles sont perdues. Mais il s'agit de cette anesthésie générale, cette espèce de matérialisme qui fait qu'on s'endort et qu'on n'a plus même la ressource, les énergies morales pour lutter. Et je voudrais dire aussi, parce que je suis chrétien, et à certains amis chrétiens qui sont aussi un peu décontenancés par la trahison des clercs, par une déformation du message évangélique. Mais moi j'aimerais dire quand même que aimer son prochain comme soi-même, ça suppose déjà de s'aimer. Et accueillir l'étranger, c'est accueillir les personnes individuellement. Et ça, c'est un devoir pour chacun d'entre nous, mais on n'a pas d'obligation d'accueillir des peuples de manière collective. Et ça, il faut quand même le dire, avoir le courage de le dire. Et ça n'est pas, j'allais dire, faire une entorse à notre respect pour la hiérarchie légitime. Hein. Mais, donc voilà. Donc, en finir avec la culpabilité. Et s'il y a un message à faire passer, c'est celui-là. En finir avec cette culpabilité et avoir de l'audace. Je terminerai par Danton, c'est moins dans les clous, c'est moins Jean-Paul II, mais de l'audace, encore de l'audace et toujours de l'audace. Parce que je peux vous dire une chose, c'est que les musulmans, ils respectent. Moi, j'ai même des clients musulmans, mais ils respectent les chrétiens. Ils respectent les Français, les Gaulois, qui sont fiers de leur identité. Alors mes amis, soyons nous-mêmes et n'ayons pas peur, car demain nous appartient.